Je suis allé chercher ma fille de 5 ans chez ma sœur, après qu'elle a proposé de la garder pour la journée. Mais quand je suis arrivé, ma clé ne fonctionnait pas. Les serrures avaient été changées. Personne ne répondait quand je frappais et appelais. J'ai essayé d'appeler ma sœur, mais elle m'a renvoyé directement sur sa messagerie vocale. Maman m'a répondu par SMS, « Arrête d'être paranoïaque. » Papa a ajouté, « Ta sœur sait ce qu'elle fait. » J'ai commencé à tambouriner sur la porte, en hurlant le nom de ma fille, mais personne n'est venu. Après 1 heure d'attente, j'ai appelé la police. Quand l'officier est arrivé, il a enfoncé la porte et est entré dans la maison. Quelques minutes plus tard, il est ressorti avec le visage pâle et a dit, « Madame, vous ne devriez pas regarder. » J'ai demandé frénétiquement, « Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a répondu lentement, « Votre fille. » Je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça. Mes mains tremblent encore pendant que je tape ces mots, et toutes les quelques minutes, je dois m'arrêter, car les larmes brouillent tellement ma vue que je ne peux plus voir l'écran. Mais les gens doivent savoir ce qui s'est passé. Ils doivent comprendre ce que ma propre famille m'a fait, à moi et à ma fille, et comment tout ce que je croyais sur les liens du sang s'est révélé être le mensonge le plus cruel que j'ai jamais avalé. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ma fille, Rosie. Elle vient d'avoir 5 ans il y a 3 semaines. Nous avons organisé une petite fête dans notre appartement, avec des cupcakes, des serpentins et une arche de ballons violets, parce que le violet est sa couleur préférée. Elle portait un tutu et un diadème en plastique, et elle s'est fait appeler « Princesse Rosie la Brave » toute la journée. Quand elle a soufflé ses bougies, elle a serré les yeux si fort et a chuchoté son vœu à voix haute par accident. Elle voulait un chiot, un vrai, pas une peluche. Je lui ai promis que nous en parlerions quand l'été arriverait. L'été n'arrivera plus jamais de la même manière maintenant. Laissez-moi commencer par le début, car le contexte est important. Ma sœur aînée, Geneviève, et moi n'avons jamais été proches. Pas comme les sœurs dans les films semblent l'être. Elle est née 4 ans avant moi, et dès le moment où je suis venu au monde, elle a fait comprendre que mon existence était un désagrément. Nos parents, Lorraine et Douglas, l'ont toujours préférée. Elle était la jolie, l'intelligente, celle qui avait des 20 partout, qui gagnait des concours de beauté et qui a épousé un riche comptable nommé Preston quand elle avait 24 ans. J'étais le bébé accidentel, celle qui est arrivée quand notre mère avait 41 ans et pensait être ménopausée. Ils ne me l'ont jamais laissé oublier. En grandissant, Geneviève me tourmentait de petites manières insidieuses. Elle empruntait mes affaires et me les rendait cassées. Elle racontait à nos parents des mensonges sur des choses que j'étais censé avoir dites ou faites. Une fois, quand j'avais 12 ans, elle a convaincu notre mère que j'avais volé de l'argent dans son sac à main pour acheter des bonbons. Je ne l'avais pas fait. Geneviève l'avait pris elle-même et avait placé l'emballage dans mon sac à dos. J'ai été puni pendant 2 mois et j'ai dû faire des corvées supplémentaires pour rembourser de l'argent que je n'avais jamais pris. Quand j'ai essayé d'expliquer, personne ne m'a cru. Le favoritisme a continué à l'âge adulte. Quand Geneviève s'est mariée, nos parents ont payé un mariage extravagant dans un country club, avec 300 invités et un orchestre live. Quand je me suis marié à 26 ans avec un homme nommé Derek, ils nous ont donné une carte avec $200 et se sont plaints de devoir conduire 40 minutes pour rejoindre le lieu de la cérémonie. Derek s'est avéré être une erreur de toute façon. Il m'a quitté quand j'étais enceinte de 7 mois de Rosie, disant qu'il n'était pas prêt à être père, et il a déménagé en Californie avec une femme rencontrée à sa salle de sport. Le divorce a été finalisé avant la naissance de Rosie. Mes parents ont dit que c'était ma faute d'avoir choisi le mauvais homme. J'ai élevé Rosie seule. Je travaillais comme parajuriste dans un petit cabinet d'avocats et je faisais tout moi-même. Aucune aide de Derek, qui a complètement disparu et n'a jamais payé un centime de pension alimentaire malgré l'ordonnance du tribunal. Aucune aide de mes parents, qui étaient trop occupés à assister au récital et au match de sport des enfants de Geneviève. Geneviève avait 2 enfants avec Preston, des jumeaux, un garçon et une fille nommée Wesley et Margot, aujourd'hui âgés de 8 ans. Des enfants parfaits pour une famille parfaite. Malgré tout, j'ai essayé de maintenir une relation avec ma sœur. Pour le bien de Rosie, je voulais qu'elle connaisse ses cousins, ses grands-parents, sa tante et son oncle. J'ai ravalé ma fierté d'innombrables fois. Je me suis présenté au dîner de famille où j'étais assise au bout de la table, comme une réflexion après coup. J'apportais des cadeaux aux anniversaires des jumeaux, même quand les anniversaires de Rosie passaient inaperçus. Je me mordais la langue quand ma mère comparait Rosie défavorablement à Wesley et Margot, disant des choses comme « Eh bien, elle n'a pas les mêmes avantages,
avec un regard lourd de sens dans ma direction. Il y a 3 mois, quelque chose a changé. Geneviève a commencé à être gentille avec moi, bizarrement gentille. Elle m'a appelé à l'improviste un soir et m'a demandé comment j'allais. Elle a vraiment demandé comme si elle s'en souciait. Elle nous a invités, Rosie et moi, à dîner chez elle, une magnifique maison coloniale en banlieue qui faisait ressembler mon appartement de 2 chambres à un placard. Pendant le dîner, elle a complimenté mes cheveux, m'a posé des questions sur mon travail et a laissé Rosie jouer avec les jouets coûteux des jumeaux sans ses habituels commentaires passifs-agressifs sur le fait d'être prudente. J'aurais dû être méfiante. Je l'étais, mais j'étais aussi désespéré. Désespéré d'avoir une connexion familiale. Et j'avais toujours désiré que Rosie ait des proches qui s'intéressent vraiment à elle, que mes parents me voient comme autre chose qu'une déception. Alors, quand Geneviève a proposé de garder Rosie pendant que j'assistais à une conférence professionnelle au centre-ville, j'ai dit oui. La conférence avait lieu un samedi, un événement d'une journée entière sur les nouveaux développements en droit de la famille. Mon cabinet envoyait plusieurs parajuristes, et la présence était obligatoire. Habituellement, j'aurais engagé ma babysitter régulière, une charmante étudiante nommée Tania qui vivait dans mon immeuble et adorait Rosie. Mais Tania était rentrée chez elle pour le week-end, et toutes mes options de secours avaient échoué. Quand Geneviève m'a envoyé un SMS le jeudi pour me demander si elle pouvait prendre Rosie pour la journée, cela a semblé être le destin. Preston emmène les jumeaux chez sa mère, donc ce sera juste moi et Rosie. On pourra faire des trucs de filles, manucure, film, faire des cookies. Elle va adorer, disait son message. Je voulais la croire. Contre chaque instinct qui hurlait dans ma tête, j'ai choisi de la croire. Le samedi matin est arrivé, gris et couvert, le genre de journée de printemps qui n'arrive pas à décider s'il veut pleuvoir. J'ai habillé Rosie dans sa tenue préférée, un pull rose avec une licorne scintillante et un legging assorti. J'ai rempli son sac à dos avec des collations, son lapin en peluche, Monsieur Flopsy, des vêtements de rechange et sa tablette chargée de ses émissions préférées. Je l'ai conduite chez Geneviève, un trajet de 25 minutes depuis mon appartement, et je l'ai accompagnée jusqu'à la porte d'entrée. Geneviève nous a accueillis en pantalon de yoga et chemisier en soie, ses cheveux blonds parfaitement coiffés malgré leur matinale. Elle a serré Rosie dans ses bras avec ce qui semblait être une chaleur sincère et m'a fait signe avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. J'aurais dû le remarquer. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. Je passerai la prendre vers 18h, ai-je dit. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Tout ira bien, m'a assuré Geneviève. Amuse-toi bien à ton petit truc de travail. Petit truc de travail. Même sa gentillesse s'accompagnait de piques. La conférence était instructive mais épuisante. Mon esprit ne cessait de dériver vers Rosie, me demandant si elle passait un bon moment, espérant que ma sœur était gentille avec elle. Vers midi, j'ai envoyé un SMS à Geneviève pour avoir des nouvelles. Elle a renvoyé une photo de Rosie et elle à la table de la cuisine, de la pâte à cookies étalée devant elle, toutes deux couvertes de farine et souriantes. Mon cœur s'est allégé. Peut-être que je m'étais trompé sur ma sœur. Peut-être que les gens pouvaient vraiment changer. La conférence s'est terminée à 17h30. J'ai envoyé un SMS à Geneviève pour dire que j'étais en route, puis j'ai conduit directement chez elle. La circulation était fluide, et je suis arrivé juste avant 18h. La rue était calme, ce genre de tranquillité de banlieue qui semble paisible à moins d'avoir une raison d'avoir peur. Je me suis garé dans l'allée derrière le SUV blanc de Geneviève. La maison avait la même apparence que d'habitude, grande et imposante avec sa façade en briques rouges et sa pelouse bien entretenue. J'ai monté les marches du porche et j'ai tendu la main vers la poignée de la porte. Geneviève m'avait donné un double des clés il y a 2 mois, un autre geste qui avait semblé être un progrès. J'ai inséré la clé dans la serrure. Elle ne tournait pas. J'ai réessayé, pensant que je la tenais peut-être sous le mauvais angle. Rien. La clé ne voulait pas tourner. Je l'ai retirée, examinée, essayé une fois de plus. Le mécanisme de la serrure ne bougeait pas confuse, j'ai frappé à la porte. Pas de réponse. J'ai frappé à nouveau, plus fort. Toujours rien. J'ai collé mon visage à l'étroite fenêtre à côté de la porte, mais les rideaux étaient tirés et je ne pouvais pas voir à l'intérieur. Geneviève, ai-je appelé. C'est moi. Je suis là pour récupérer Rosie. Silence. Une sensation de froid a commencé à grimper le long de ma colonne vertébrale. J'ai fait le tour de la maison, regardant à travers les fenêtres, mais tous les rideaux étaient fermés.
Le portail de la cour arrière était verrouillé. Je suis retourné à la porte d'entrée et j'ai frappé à nouveau, plus fort maintenant. Geneviève, ouvre la porte. Rien. Mes mains tremblaient alors que je sortais mon téléphone pour appeler ma sœur. La ligne a sonné une fois, 2 fois, puis est allée directement sur la messagerie. J'ai rappelé. Même résultat. Une 3e fois. Messagerie. La panique commençait à s'installer maintenant, brûlante et vive dans ma poitrine. Je lui ai envoyé un SMS, je suis dehors. Pourquoi tu ne réponds pas? Où est Rosie? Pas de réponse. J'ai ensuite appelé le numéro de Preston. C'est allé immédiatement sur la messagerie, comme si son téléphone était éteint. Désespéré, j'ai envoyé un SMS à ma mère, « Maman, je suis chez Geneviève. Elle ne répond pas à la porte et les serrures ont été changées. Je ne peux pas accéder à Rosie. S'il te plaît, appelle-la et découvre ce qui se passe. » Sa réponse est arrivée 3 minutes plus tard, « Arrête d'être paranoïaque. » J'ai fixé l'écran, mon sang se transformant en glace. J'ai envoyé un SMS à mon père, « Papa, quelque chose ne va pas. J'ai besoin d'aide. S'il te plaît, appelle Geneviève. » Sa réponse, « Ta sœur sait ce qu'elle fait. » Qu'est-ce que cela voulait dire? Qu'est-ce que tout cela signifiait? J'ai essayé d'appeler mes 2 parents. Aucun n'a répondu. Le téléphone de ma mère allait sur messagerie. Celui de mon père a sonné et sonné jusqu'à ce que l'appel coupe. J'étais seul sur le porche de ma sœur, sans aucun moyen de joindre ma fille, et toute ma famille m'ignorait. L'heure suivante a été la plus longue de ma vie. J'ai tambouriné sur la porte jusqu'à ce que mes poings me fassent mal. J'ai hurlé le nom de ma fille jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. J'ai appelé le téléphone de Geneviève encore et encore, laissant des messages vocaux de plus en plus frénétiques. Je lui ai envoyé des SMS, je l'ai supplié, imploré de juste me dire ce qui se passait. À un moment donné, un voisin est sorti sur sa pelouse pour me regarder, un homme plus âgé aux cheveux blancs et aux yeux méfiants. Quand j'ai essayé d'expliquer que j'essayais juste de récupérer ma fille, il a secoué la tête et est rentré chez lui sans un mot. À 19h, le soleil commençait à se coucher et je sanglotais sur les marches du porche. Tous les scénarios terribles imaginables défilaient dans mon esprit. Est-ce qu'il était arrivé quelque chose à Rosie? Était-elle blessée? Avait-elle peur? Pourquoi personne ne voulait rien me dire? Finalement, j'ai fait ce que j'aurais dû faire 1 heure plus tôt. J'ai appelé le 911. La répartitrice était calme et professionnelle. Elle a demandé ma localisation, la nature de mon urgence et les détails de la situation. J'ai tout expliqué à travers mes larmes, ma fille était à l'intérieur de cette maison, ma sœur était censée la garder, mais maintenant personne ne répondait, et les serrures avaient été changées. La répartitrice m'a assuré qu'un officier arriverait sous peu. L'officier Randall Torres est arrivé 12 minutes plus tard. C'était un homme aux larges épaules, au début de la quarantaine, avec des yeux bienveillants et une attitude posée. Je me suis précipité vers sa voiture de patrouille avant même qu'il n'ait eu la chance de fermer la porte. « S'il vous plaît, » ai-je haleté. Ma fille n'est pas là. Elle n'a que 5 ans. Ma sœur ne répond pas à la porte et ma clé ne fonctionne plus et quelque chose ne va pas. Je sais que quelque chose ne va pas, madame, calmez-vous, a-t-il dit doucement. Reprenons depuis le début. Je lui ai tout raconté. Comment Geneviève avait proposé de la garder. Comment j'avais déposé Rosie ce matin-là. Comment j'étais revenu pour trouver les serrures changées et personne ne répondant. Comment mes parents avaient rejeté mes inquiétudes avec des messages cryptiques. Il a écouté attentivement, posant des questions de clarification, prenant des notes. Alors que nous étions là, mon téléphone a vibré. Un SMS de Geneviève. Mon cœur a bondi dans ma gorge alors que je l'ouvrais, espérant une explication, des excuses, n'importe quoi qui donnerait un sens à ce cauchemar. Le message disait, « Rosie est là où est sa place maintenant. Arrête de faire une scène. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. » J'ai montré le message à l'officier Torres. Son expression s'est considérablement assombrie. « Elle admet avoir votre fille, » a-t-il dit calmement. Et ce langage, là où est sa place, c'est inquiétant. Un autre SMS est arrivé, celui-ci de ma mère, « Nous avons essayé de te dire pendant des années que tu n'étais pas prête pour la maternité. Geneviève peut donner à Rosie la vie qu'elle mérite. Accepte-le et passe à autre chose. » Les mots m'ont frappé comme une agression physique.
Ma propre mère me disait d'accepter que mon enfant ait été enlevé. De passer à autre chose comme si Rosie était un meuble que je pouvais simplement remplacer. Ils ont planifié ça, ai-je soufflé, la réalisation se cristallisant avec une clarté horrifiante. Toute ma famille, ils planifiaient ça depuis le début. L'officier Torres a pris mon téléphone doucement et a photographié les messages. Ces messages vont être importants. Avez-vous une idée de l'endroit où votre sœur pourrait emmener votre fille si elle essayait de quitter la ville? J'ai fouillé ma mémoire. Geneviève avait toujours été casanière, préférant le confort de sa vie soigneusement organisée au voyage ou à l'aventure. Mais Preston avait de la famille dans d'autres États. Son frère vivait dans l'Ohio. Ses parents avaient pris leur retraite en Floride. Il y avait des maisons de vacances, des propriétés locatives, d'innombrables possibilités. Je ne sais pas, ai-je admis, ma voix se brisant. Je ne sais pas où elle irait. Je ne sais plus rien. Avez-vous une raison de croire que votre fille est en danger, a-t-il demandé. Je ne sais pas, ai-je admis. Mais ma sœur ne répond pas et ma famille agit bizarrement, et j'ai un mauvais pressentiment. S'il vous plaît. L'officier Torres a hoché la tête. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée et a frappé avec autorité, s'annonçant comme étant la police. Quand personne n'a répondu, il a essayé la sonnette. Toujours rien. Il a fait le tour du périmètre de la maison, vérifiant les fenêtres et les portes avant de revenir vers moi avec une expression grave. Tous les rideaux sont tirés, a-t-il rapporté. Je ne peux voir personne à l'intérieur. Vous avez dit que votre fille était définitivement ici ce matin. Oui. Ma sœur m'a envoyé une photo à midi. Elle faisait des cookies. Il a réfléchi à cela. Compte tenu des circonstances et de votre inquiétude pour le bien-être de votre enfant, je vais prendre la décision d'entrer dans les lieux. Restez ici. J'ai regardé l'officier Torres retourner à la porte d'entrée. Il a essayé la poignée une fois de plus, puis s'est positionné et a donné un violent coup de pied juste en dessous de la serrure. Le cadre de la porte a éclaté. Un deuxième coup de pied a fait s'ouvrir la porte à la volée. Il a dégainé son arme et est entré dans la maison, appelant de cette voix autoritaire que la police utilise. Police. Il y a quelqu'un? Geneviève? Madame, si vous êtes ici, veuillez répondre. Je suis resté figé sur le porche, respirant à peine. Les minutes s'étiraient en une éternité. Je pouvais entendre l'officier Torres se déplacer dans la maison, ses pas sur le parquet, des portes s'ouvrir et se fermer, sa voix appelant par intervalles. Puis le silence, un long et terrible silence. Quand l'officier Torres a émergé de la maison, son visage était pâle. Pas juste pâle, cendré. Sa mâchoire était serrée et ses yeux ne croisaient pas les miens. Chaque cellule de mon corps est devenue froide. Madame, a-t-il dit lentement, sa voix tendue. Vous ne devriez pas regarder. Le monde a basculé. Mes genoux ont flanché et j'ai saisi la rambarde du porche pour ne pas tomber. Pourquoi ai-je réussi à étouffer? Qu'est-ce qui ne va pas? Il a pris une respiration. Quand il a parlé à nouveau, chaque mot a atterri comme un coup physique. Votre fille. Elle n'est pas ici. Mais nous devons avoir une conversation sur ce que j'ai trouvé. Je me suis presque effondré de soulagement. Elle n'était pas là. Cela voulait dire qu'elle était vivante, n'est-ce pas? Elle devait être vivante. Mais l'expression de l'officier Torres ne correspondait pas au soulagement que j'attendais. Il avait l'air perturbé d'une manière que je n'avais jamais vue chez un policier auparavant. Qu'est-ce que vous voulez dire par elle n'est pas ici, ai-je exigé. Où est-elle? Qu'avez-vous trouvé? Il m'a guidé pour m'asseoir sur les marches du porche, puis s'est accroupi à mon niveau. Ses mains tremblaient légèrement. Madame, la maison est vide. Personne n'est à l'intérieur. Mais il y a une pièce à l'étage, une chambre. Elle a été transformée en autre chose. Il y a des papiers partout, des documents légaux, des photographies de votre fille des centaines. Et il y a un mur couvert d'une sorte de chronologie avec des dates et des notes. Je ne suis pas sûr de ce que je regarde, mais ça n'a pas l'air normal. J'ai appelé des renforts et un détective. Les heures suivantes existent dans ma mémoire comme des fragments, tranchants et disjoints comme du verre brisé. Plus de policiers sont arrivés, puis des détectives. Du ruban jaune a été installé autour de la maison. J'ai été interrogé plusieurs fois, on m'a demandé de fournir une pièce d'identité, une preuve de garde, tout ce qui pourrait les aider à comprendre ce qui se passait.
Ils m'ont laissé voir la chambre finalement. J'aurais aimé qu'ils ne le fassent pas. C'était la chambre d'amis, ou du moins ça l'avait été. Maintenant, les murs étaient couverts de photographies de Rosie. Des photos que je reconnaissais de mes réseaux sociaux, de réunions de famille, de moments aléatoires dont je n'avais même pas réalisé qu'ils avaient été capturés. Il y avait des copies de son certificat de naissance, ses dossiers médicaux, des documents de son pédiatre. Et sur un mur, écrit de l'écriture soignée de ma sœur, il y avait une chronologie. Elle commençait à la naissance de Rosie et continuait jusqu'à ce jour. Chaque étape était notée. Ses premiers pas, ses premiers mots, ses aliments préférés, ses peurs, ses habitudes. Les notes devenaient de plus en plus détaillées avec le temps, presque obsessionnelles. Les entrées récentes incluaient des choses comme « préfère le jus au lait au petit déjeuner » et « dors avec Monsieur Flopsy, ne va nulle part sans lui » et « fais confiance facilement », très affectueuse. Au bas de la chronologie, entourée en rouge, se trouvait la date d'aujourd'hui. Et à côté, écrit en lettres majuscules, jour de la transition. La détective assignée à l'affaire s'appelait Monica Hernandez. Elle avait des yeux perçants et une attitude pragmatique qui me faisait me sentir à la fois terrifié et rassuré. Elle a expliqué ce qu'il pensait qu'il se passait. Ma sœur, mes parents et possiblement Preston planifiaient cela depuis des mois. Les preuves suggéraient qu'ils avaient l'intention de prendre Rosie et de quitter l'État, peut-être le pays. Geneviève avait récemment fait des demandes de passeport pour elle-même et les jumeaux. Elle avait aussi tenté d'en demander un pour Rosie en utilisant des documents falsifiés prétendant qu'elle était la tutrice légale de Rosie. La demande avait été signalée et refusée, ce qui, selon la police, avait accéléré leur calendrier. Les photographies et les documents dans cette pièce n'étaient pas juste une obsession. C'étaient des recherches, une préparation. Ma sœur avait monté un dossier pour voler ma fille, rassemblant tout ce dont elle aurait besoin pour se faire passer pour la mère de Rosie, et mes parents l'avaient aidée à chaque étape. La détective Hernandez m'a montré des SMS récupérés sur l'ordinateur de Geneviève, des communications entre ma sœur et nos parents discutant du plan. Ils appelaient ça une « mission de sauvetage ». Ils croyaient sincèrement qu'ils sauvaient Rosie de moi, de mon petit appartement, de mon revenu modeste et de mon statut de mère célibataire. Dans leur esprit, Rosie méritait mieux. Elle méritait d'être élevée par Geneviève et Preston avec leur argent, leur grande maison et leur famille parfaite. Ils lui rendaient service. Ils enlevaient mon enfant, et ils s'étaient convaincus qu'ils étaient des héros. Une alerte Amber a été émise cette nuit-là. Le SUV de Geneviève a été retrouvé abandonné à une gare routière à 60 km de là. Les images de sécurité la montraient, elle et Preston, transférant des bagages et des enfants, 3 enfants dans une voiture de location. Les jumeaux étaient là. Rosie aussi. Elle portait Monsieur Flopsy et avait l'air confuse mais pas en détresse. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle faisait confiance à sa tante. Les 72 heures suivantes ont été une agonie. Je n'ai pas dormi, je ne pouvais pas manger, je survivais grâce au café et à la peur. La détective Hernandez appelait avec des mises à jour quand elle en avait, mais les pistes étaient rares. Geneviève avait planifié soigneusement. Elle avait de l'argent liquide, des téléphones jetables et une longueur d'avance. C'est ma tante Patricia qui a finalement fait avancer l'affaire. Elle m'a appelé le 3e jour, affolée et s'excusant. Elle rendait visite à mes parents quand la police est venue les interroger, et elle avait entendu quelque chose qu'elle n'était pas censée entendre. Une mention d'un chalet dans le Vermont, une propriété qui avait appartenu à ma grand-mère et qui était maintenant détenue dans une fiducie familiale. C'était isolé, hors réseau, le genre d'endroit où quelqu'un pouvait se cacher. J'ai donné l'information à la détective Hernandez immédiatement. 6 heures plus tard, j'ai reçu l'appel. Il les avait trouvés. Rosie était physiquement indemne, effrayée, confuse et pleurant pour me voir, mais indemne. Geneviève et Preston ont été arrêtés pour enlèvement fédéral. Mes parents ont été placés en garde à vue également, accusés de complicité. Les jumeaux ont été placés chez le frère de Preston jusqu'à ce que la situation juridique puisse être réglée. J'ai conduit toute la nuit jusqu'au Vermont, brisant toutes les limites de vitesse, ne me souciant de rien d'autre que d'atteindre ma fille. Quand je l'ai enfin vue au poste de police, petite et épuisée dans son pull rose à licorne froissée, serrant Monsieur Flopsy avec des mains aux jointures blanches, je suis tombé à genoux et j'ai sangloté. Elle a couru vers moi. Elle a crié « Maman » et a jeté ses bras autour de mon cou, et je l'ai serrée si fort que j'avais peur de la briser. Elle sentait le shampoing inconnu et portait des vêtements que je ne reconnaissais pas. Mais elle était vivante.
Elle était en sécurité. Elle était à moi. Les officiers nous ont laissé de l'espace, reculant pour nous laisser vivre nos retrouvailles. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés comme ça, agenouillés sur le carrelage froid de ce poste de police du Vermont, nous accrochant l'une à l'autre comme des survivants d'un naufrage. Assez longtemps pour que mes jambes s'engourdissent. Assez longtemps pour que mes larmes trempent ses cheveux. Quand je me suis finalement reculé pour regarder son visage, elle avait des questions dans les yeux. Tant de questions qu'une enfant de 5 ans ne devrait jamais avoir à poser. Tante Geneviève a dit qu'on partait pour un voyage spécial, m'a dit Rosie, sa voix petite et incertaine. Elle a dit que tu étais au courant. Elle a dit que tu voulais que je reste avec elle un moment parce que tu avais du travail important à faire. Mais ensuite, elle est devenue effrayante au chalet. Elle ne voulait pas me laisser t'appeler. Elle a dit que le téléphone était cassé, mais je l'ai vu l'utiliser. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Ma sœur avait menti en face à ma fille, manipulé sa confiance, utilisé son innocence contre elle. La trahison s'étendait au-delà de moi jusqu'à Rosie elle-même, et c'était peut-être la partie la plus impardonnable. Ma chérie, tante Geneviève ne disait pas la vérité, ai-je dit prudemment, ne voulant pas l'effrayer davantage. Elle a fait de très mauvais choix, mais tu es en sécurité maintenant. Je suis là et on rentre à la maison. Est-ce que tante Geneviève va avoir des ennuis? J'ai hésité. Comment expliquer des charges criminelles à une enfant de maternelle? Comment dire à un enfant que quelqu'un en qui il avait confiance va aller en prison? Oui, bébé. Elle va avoir des ennuis avec la police. Ce qu'elle a fait était contre la loi. Rosie a traité cette information avec une solennité que seul un enfant peut rassembler. Bien, a-t-elle dit. Enfin. Elle n'aurait pas dû mentir. Mentir, c'est mal. Tu m'as appris ça. Malgré tout, malgré le traumatisme, l'épuisement et la peur qui commençaient seulement maintenant à relâcher son emprise sur ma poitrine, j'ai ri. Un rire humide et brisé qui était à moitié un sanglot. C'est vrai, ma chérie. Mentir, c'est mal, et tu as été si courageuse. Je suis si fier de toi. Un détective s'est approché de nous alors, s'excusant, mais c'était nécessaire. Il y avait des dépositions à faire, des procédures à suivre. Les roues de la justice ne s'arrêtent pas pour les réunions émotionnelles, peu importe à quel point elles sont désespérément nécessaires. Le trajet de retour le lendemain a pris 7 heures. Rosie a dormi la plupart du temps, recroquevillée dans son siège auto avec Monsieur Flopsy, gémissant parfois dans son sommeil. Chaque bruit qu'elle faisait me faisait vérifier le rétroviseur, terrifié que tout cela ne soit qu'un rêve, et que j'allais me réveiller toujours piégé dans ce cauchemar sur le porche de ma sœur. Nous nous sommes arrêtés une fois sur une aire de repos pour utiliser les toilettes et prendre à manger. Rosie a demandé des nuggets de poulet et du jus de pomme. La même commande qu'elle prenait toujours, et quelque chose dans cette normalité a failli me briser. La vie continuait. Le monde continuait de tourner. Ma fille aimait toujours les nuggets de poulet et le jus de pomme. Elle serrait toujours son lapin en peluche. Elle me regardait toujours avec ses grands yeux confiants. Mais sous cette normalité, tout avait changé. C'était il y a 2 semaines. Les conséquences juridiques sont toujours en cours. Geneviève et Preston sont détenus sans caution, considérés comme présentant un risque de fuite. Mes parents sont libérés sous caution mais ont reçu l'ordre de n'avoir aucun contact avec moi ou Rosie. J'ai une ordonnance de restriction contre tous. Mon avocate, une femme féroce nommée Diana Okonkwo, qui a pris mon dossier bénévolement après l'avoir vu aux nouvelles, me dit que nous avons un dossier incroyablement solide pour des dommages et intérêts civils complets en plus des charges criminelles. Mais aucune somme d'argent ne peut défaire ce qu'ils ont fait. Aucune punition ne peut effacer la terreur de ces heures sur ce porche. Les nuits blanches à chercher ma fille. La trahison de savoir que mon propre sang a comploté contre moi. Rosie est en thérapie maintenant. Une psychologue pour enfants nommée Dr Whitfield, qui se spécialise dans les traumatismes. Elle fait des cauchemars, pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Elle ne comprend pas pourquoi tante Geneviève lui a menti, pourquoi papy et mamie étaient méchants, pourquoi elle a dû rester dans un chalet étrange sans télévision et avec des barreaux aux fenêtres. Elle demande si elle a fait quelque chose de mal. Je lui dis, non, bébé, tu n'as rien fait de mal. Certaines personnes sont malades d'une manière qui ne se voit pas à l'extérieur. Certaines personnes font des choix terribles parce qu'elles se sont convaincues qu'elles avaient raison. Mais rien de tout ça n'est ta faute. Rien de tout ça ne sera jamais ta faute. La partie la plus difficile,
plus dur encore que la peur et la colère, c'est le deuil. J'ai perdu toute ma famille en une seule journée. Pas à cause de la mort, mais à cause d'une trahison si complète que la mort aurait peut-être été plus facile à traiter. Je me retrouve à pleurer la sœur que j'aurais aimé avoir, les parents que je méritais, la famille que j'ai passé toute ma vie à essayer de gagner. Ils n'allaient jamais m'aimer comme j'en avais besoin. Ils n'allaient jamais me voir comme l'égal de Geneviève. Et au pied du mur, ils l'ont choisi. Ils ont choisi son plan de voler mon enfant plutôt que n'importe quelle once de décence restante. Ma thérapeute dit que je dois m'autoriser à faire mon deuil sans culpabilité. Que c'est normal de pleurer des gens qui vous ont fait du mal parce que vous ne pleurez pas qui ils étaient. Vous pleurez qui vous pensiez qu'ils pourraient devenir. L'espoir, le potentiel, la famille qui n'existait que dans votre imagination. Elle a raison. Mais savoir quelque chose intellectuellement et le ressentir dans ses os sont deux choses différentes. Je suis retourné au travail la semaine dernière. Mon patron, un associé principal bourru nommé Harold qui montre rarement ses émotions, m'a appelé dans son bureau lors de mon premier jour de retour. Je m'attendais à de la paperasse, des mises à jour de dossiers, peut-être une discussion formelle sur le temps que j'avais manqué. Au lieu de cela, il a fermé la porte, s'est assis en face de moi et a dit « J'ai 3 filles. Ce qui vous est arrivé est le pire cauchemar de tout parent. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Votre travail sera là. » Puis il m'a tendu une carte signée par tout le monde au bureau et une enveloppe contenant des cartes cadeaux pour des restaurants et des épiceries. Le cabinet avait fait une collecte. Des gens que je connaissais à peine avaient contribué. La réceptionniste, qui semblait toujours agacée quand je lui posais des questions, avait écrit un mot disant qu'elle priait pour le rétablissement de Rosie. La gentillesse d'étranger alors que ma propre famille complotait contre moi. Le contraste était presque trop dur à supporter. Ma voisine bête, une veuve âgée avec qui je n'avais échangé que des politesses à la boîte aux lettres, s'est présentée à ma porte 2 jours après notre retour. Elle a apporté un gratin, une fournée de biscuits faits maison et une offre de babysitting chaque fois que j'en aurais besoin. Quand j'ai essayé de la remercier, elle m'a repoussé d'un geste. La communauté prend soin de la communauté, a-t-elle dit simplement. C'est comme ça que c'est censé marcher. Je pense souvent à ces mots. La communauté prend soin de la communauté. La famille est censée être la communauté ultime, les gens sur qui vous pouvez compter quand tout s'effondre. Mais parfois, la communauté dans laquelle vous êtes né vous laisse tomber, et vous devez en construire une nouvelle à partir de zéro. À partir de gratins, de cartes signées et de voisins qui connaissent à peine votre nom mais qui se présentent quand même. C'est ce que je fais maintenant. Je construis quelque chose de nouveau. Ce qui me fait tenir, c'est Rosie. Sa résilience m'étonne. Elle a recommencé à sourire, à rire devant des dessins animés, à demander à aller au parc. Hier, elle m'a dit qu'elle voulait apprendre à faire du vélo cet été. Quand j'ai dit que nous pourrions certainement faire ça, son visage s'est illuminé comme le soleil perçant à travers les nuages. Nous allons aller bien. Pas aujourd'hui, pas demain, mais finalement. Nous allons construire une vie sans les gens qui étaient censés nous protéger mais qui ont choisi à la place de détruire. Nous allons créer notre propre famille, même si elle est petite. Juste nous deux, et peut-être un jour ce chiot qu'elle a souhaité. Je partage cette histoire parce que je veux que d'autres personnes fassent confiance à leur instinct. Quand quelque chose semble ne pas aller, c'est généralement le cas. Ne laissez personne vous manipuler psychologiquement pour ignorer les alarmes que votre corps vous envoie. Ne vous convainquez pas d'accorder aux gens le bénéfice du doute quand ils vous ont donné toutes les raisons de ne pas le faire. Et surtout, documentez tout. Chaque commentaire étrange, chaque comportement suspect, chaque moment qui vous donne la chair de poule. Vous ne savez jamais quand cette documentation pourrait sauver votre vie ou la vie de quelqu'un que vous aimez. Ma sœur va aller en prison. Mes parents pourraient la rejoindre. Ma fille est en sécurité dans mes bras et personne ne me la reprendra jamais. Parfois, la justice arrive trop tard. Parfois, les blessures sont trop profondes pour guérir complètement. Mais parfois, juste parfois, la vérité éclate et les coupables paient pour ce qu'ils ont fait. Ceci est mon histoire. Ceci est mon avertissement. Ceci est ma promesse à ma fille et à moi-même. Nous avons survécu. Nous allons prospérer. Et nous ne pardonnerons jamais, au grand jamais. Mise à jour. Plusieurs personnes ont demandé plus de détails sur ce qui a été trouvé au chalet. J'ai débattu de l'opportunité de partager cela, car cela me rend toujours malade d'y penser, mais je pense que c'est important pour comprendre à quel point ma sœur était allée loin.
Le chalet avait été préparé pour un séjour de longue durée. Geneviève l'avait approvisionné avec des mois de nourriture et de fournitures. Il y avait des livres pour enfants, des jouets, des fournitures d'art, tout ce dont Rosie pourrait avoir besoin. Mais il y avait aussi des choses qui m'ont glacé le sang. Elle avait créé une nouvelle identité pour Rosie, un faux certificat de naissance avec un nom différent, Violet Grace Sullivan, et des documents fabriqués montrant Geneviève comme la mère biologique. Elle avait des formulaires d'inscription scolaire déjà remplis pour un district rural dans le Maine. Elle avait des dossiers médicaux avec les vraies informations de Rosie effacées au correcteur blanc et de fausses informations tapées par-dessus. Elle prévoyait d'effacer l'existence entière de ma fille et de la remplacer par une fiction. Les barreaux aux fenêtres n'étaient pas seulement pour la sécurité. Geneviève avait dit à Rosie qu'ils étaient là pour empêcher les ours d'entrer. Ma fille, douce et confiante, l'a cru. Elle n'avait aucune idée qu'elle était prisonnière. Le rôle de Preston était principalement financier. Il avait liquidé plusieurs comptes d'investissement, transférant l'argent vers des comptes offshore qui sont toujours en train d'être tracés. Il a également géré la logistique, la location des voitures, la réservation de billets de bus séparés pour brouiller les pistes, l'organisation de la livraison des fournitures au chalet à l'avance. L'implication de mes parents a été la plus difficile à accepter. Ils n'étaient pas seulement au courant du plan. Ils y ont activement participé. Ma mère avait aidé Geneviève à rassembler les photographies et les documents pour ce mur. Mon père leur avait donné les clés du chalet et avait désactivé le système d'alarme de la propriété. Ils avaient conduit là-bas 3 jours avant l'enlèvement pour s'assurer que tout était prêt. Quand la police a demandé à ma mère pourquoi elle avait fait ça, sa réponse a été enregistrée dans la transcription officielle de l'interrogatoire. Elle a dit, et je cite, « Ce bébé mérite une vraie famille, une vraie mère. Mon autre fille n'a jamais été apte à élever un enfant. Ce bébé. » Même pas le nom de Rosie, juste « ce bébé. » Comme si ma fille était un objet à redistribuer selon leur jugement. J'ai lu cette transcription et quelque chose en moi s'est finalement libéré. La partie de moi qui avait toujours cherché leur approbation, cette petite fille désespérée d'avoir l'amour de sa mère, cette femme qui continuait à se présenter au dîner de famille en espérant que les choses seraient différentes. Elle est morte. Et à sa place a émergé quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui ne laissera plus jamais les gens la traiter comme si elle était inférieure. Diana me dit que l'accusation demande la peine maximale pour toutes les personnes impliquées. Avec les preuves qu'ils ont, elle est confiante qu'ils obtiendront une peine de prison significative. Geneviève fait face à des accusations d'enlèvement fédéral qui pourraient entraîner 20 ans de prison. Preston en risque 15. Mes parents, en tant que complices, pourraient en prendre 5 à 7 chacun. J'espère qu'ils les feront tous, jusqu'au dernier jour. Mais au-delà des conséquences juridiques, il y a un règlement de compte plus personnel en cours. La nouvelle s'est répandue dans notre famille élargie, notre communauté, les cercles sociaux de Geneviève. La femme qui a passé toute sa vie à soigner l'image parfaite est maintenant connue comme une kidnappeuse. Ses amis l'ont abandonnée. Le country club auquel elle appartenait a révoqué son adhésion. Le cabinet de Preston l'a renvoyée quelques jours après son arrestation. Leur vie parfaite est en ruine. Et bien que je ne prenne aucun plaisir dans la destruction, je ne peux pas prétendre que je ne ressens pas une sombre satisfaction en sachant que la vérité les a finalement rattrapés. La dernière chose que je veux partager est quelque chose que Rosie m'a dit hier soir. Nous étions allongés dans son lit ensemble parce qu'elle n'aime toujours pas s'endormir seule. Elle était presque en train de sombrer, ses yeux lourds, Monsieur Flopsy coincé sous son menton. « Maman » a-t-elle murmuré. « Oui, ma chérie. Tu m'as trouvé. » Ma gorge s'est serrée. J'ai embrassé son front et lissé ses cheveux en arrière de son visage. « Je te trouverai toujours » ai-je chuchoté. Quoi qu'il arrive. Peu importe où, je te trouverai toujours, toujours. Elle a souri juste un peu et s'est endormie. C'est ma promesse. C'est mon serment. Aussi longtemps que je respirerai, cet enfant n'aura jamais à se demander si quelqu'un vient pour elle. Je suis sa mère. Je suis sa protectrice. Et que Dieu vienne en aide à quiconque essaiera de me la reprendre à nouveau. Merci d'avoir lu ceci. Merci pour les messages de soutien et les offres d'aide. À tous ceux qui ont partagé leurs propres histoires de trahison familiale et de survie, vous n'êtes pas seuls. Nous nous voyons. Nous nous croyons. Restez en sécurité. Faites confiance à votre instinct. Protégez vos proches. Et n'arrêtez jamais de vous battre pour ce qui est à vous.